avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était l'un de ces soirs où le vent giflait les visages avec une cruauté presque consciente. Les bourrasques s'engouffraient dans les ruelles de Manhattan, faisant claquer les enseignes, tordre les ombres, et hurler les portes mal fermées. Les passants pressaient le pas, emmitouflés dans des manteaux hors de prix, ignorant le froid avec arrogance ou résignation. La neige, fine et obstinée, tombait en silence sur les trottoirs lustrés, recouvrant la ville comme une couche d'oubli, comme une vérité que personne ne veut entendre. Au pied d'un lampadaire vacillant, devant la grande baille vitrée du célèbre restaurant étoilé The Grand Oak, un homme était accroupi. Immobile. Comme une statue fatiguée qu'on avait abandonnée là. Ses mains, rouges et fendillées par le froid, étaient profondément enfouies dans les poches d'un manteau si vieux qu'il semblait porter la mémoire d'une autre époque. Elliot Mason. C'est ainsi qu'on l'appelait, quand on se souvenait encore de son nom. Certains l'avaient connu comme un maître. D'autres comme un génie du goût. Aujourd'hui, c'était un fantôme avec une odeur de cave et de souvenirs éteints. Mais derrière sa barbe en bataille et ses yeux cernés, une flamme refusait de mourir. Autrefois, il régnait sur l'un des établissements les plus respectés de la côte, le Pavillon d'Or, 2 étoiles au Michelin, réservé des mois à l'avance, fréquenté par des diplomates, des stars et des critiques impitoyables. Il était connu pour son sens du détail, sa créativité audacieuse, et cette capacité à faire parler un plat comme on fait parler un poème. Les gens disaient, Elliot ne cuisine pas. Il raconte une histoire dans chaque bouchée. Puis, un soir d'automne, le feu. En quelques heures, tout fut réduit en cendres, la cuisine qu'il avait conçue pièce par pièce, la salle aux fresques anciennes, les recettes manuscrites, les bouteilles rares. Et Émilie, son épouse, son pilier, morte asphyxiée dans leur appartement au-dessus du restaurant. L'enquête conclut à un accident. Mais Elliot n'avait jamais pu croire à cette version. Une fuite de gaz, disait-il. Mais au fond de lui, il sentait que quelqu'un ou quelque chose avait voulu l'effacer. Et le pire, c'est qu'il l'avait presque réussi. Il avait sombré. Lentement. Un verre pour oublier, une bouteille pour survivre. Puis les dettes, les pertes, la rue. Plus personne ne le reconnaissait. On le traitait comme un fou quand il évoquait son passé. Alors, il avait fini par se taire. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Il regardait les convives installés dans la salle du Grand Oak, un monde doré à quelques mètres de lui, mais à des années-lumière. Les nappes blanches impeccables, les couverts d'argent, le balai discret des serveurs en veste noire. Et cette lumière dorée qui semblait tout pardonner à ceux qui avaient les moyens d'y entrer. Dans ce théâtre du luxe, Elliot aperçut un couple élégant assis près de la vitre. L'homme était imposant, aux tempes grisonnantes, à l'allure assurée. Sa femme, fine, magnifique, mais avec une froideur dans le regard qui rappelait la lame d'un couteau de cuisine. Il ne savait pas pourquoi leur visage l'avait frappé. Il aurait pu détourner les yeux. Mais son instinct, celui qu'il croyait perdu, se réveilla. Une alerte muette dans son corps. Une odeur à peine perceptible, venue de l'arrière-cuisine. Une anomalie. Un détail de trop. Il ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des années, le chef en lui reprenait vie. Elliot Mason. Voilà ce qu'il restait d'un homme autrefois célébré. Oui, il avait tout perdu. Mais il lui restait une chose, le don. Le sens. Le flair. Et ce soir-là, il allait s'en servir. Pas pour lui. Pas pour l'honneur. Mais pour empêcher quelqu'un de mourir. Pas par orgueil. Par instinct. Par justice. À l'intérieur du Grand Oak, dans l'un des salons privés aux murs de bois laqués et aux lustres de cristal suspendus au-dessus des tables immaculées, un couple dînait à l'écart de la foule. Ils n'étaient pas là pour être vus. Ils étaient là pour affirmer leur place silencieuse dans la hiérarchie du pouvoir invisible. Charles Davenport siégeait dans un fauteuil de velours, son dos droit comme une lame. Il portait un costume sombre en cachemire italien, une montre suisse ancienne au poignet, symbole de son goût pour la tradition autant que pour le contrôle. Dans ses gestes mesurés, dans ses silences, on lisait la précision d'un homme qui avait bâti un empire sans jamais hausser la voix.
PDG de plusieurs conglomérats dans la tech et la finance, Charles était l'un de ces hommes que Wall Street ne contredit pas. Son regard calme, gris acier, scrutait le monde avec une froide lucidité. Face à lui, Vivian, sa femme depuis 8 ans. Sa robe noire sans manches, signée d'un grand couturier parisien, épousait son corps avec une élégance glaciale. Sa coiffure impeccable, ses gestes lents et étudiés, son sourire discret mais creux, tout chez elle évoquait la beauté sans chaleur d'une sculpture de marbre. Issue d'une vieille lignée aristocratique du Vermont, elle incarnait la grâce hautaine, le raffinement coupant. Elle parlait peu. Mais chaque mot, soigneusement choisi, était une flèche. Ils discutaient à voix basse. Charles parlait de la fusion à venir entre deux de ces sociétés, pendant que Vivian hochait doucement la tête, jouant avec la tige de son verre à vin, l'air parfaitement attentive. Dehors, à travers la vitre légèrement embuée par la chaleur intérieure, Elliot Mason observait cette scène avec une intensité qu'il ne comprenait pas encore. Il ne les connaissait pas. Il n'avait pas l'intention de s'attarder ici. Il voulait juste se réchauffer les mains un instant, s'abriter du vent, et puis repartir vers un autre coin où l'on jetterait peut-être un reste de soupe. Mais quelque chose le clouait sur place. Une intuition. Une tension dans l'air. Un de ces frissons qu'il n'avait plus ressentis depuis des années. Il plissa les yeux. Regarda l'assiette que le serveur venait de déposer devant Charles. Une pièce de viande rouge, nappée d'une sauce onctueuse, accompagnée d'un écrasé de légumes. Rien de spectaculaire au premier regard. Mais alors que le plat traversait la salle, un parfum le frappa. Une odeur discrète. Presque imperceptible. Pourtant, amère, métallique, anormalement sucrée. Il fronça les sourcils. Rapprocha son visage de la vitre, tenta de suivre du regard le plat. Et là, son instinct reprit le dessus. Ce n'était pas une sauce classique. Ce n'était pas un excès de caramel. C'était quelque chose de plus sournois. Un poison. Une senteur à peine perceptible, mais qu'il reconnaissait entre mille, le cyanure, masqué par du sucre brûlé et du vin rouge. Il l'avait senti autrefois, lors d'un événement dramatique survenu dans un autre restaurant, des années auparavant. Une histoire étouffée, où un critique gastronomique célèbre avait été retrouvé mort. Elliot n'avait jamais oublié cette signature olfactive, cette alchimie mortelle que seuls les initiés savaient dissimuler. Et maintenant, il la retrouvait ici. Son cœur accéléra. Sa gorge se serra. Il cligna plusieurs fois des yeux, espérant se tromper. Mais non. Son flair ne mentait jamais. C'était du poison. Il regarda Charles, qui venait de relever sa fourchette. Lentement, il porta une première bouchée à sa bouche. Non, murmura Elliot. C'était maintenant ou jamais. Son corps réagit avant même que son esprit ne trouve les mots. Il se détacha du mur, traversa la rue d'un bond, repoussa un serveur surpris, ouvrit la porte d'entrée du Grand Oak en criant. « Ne mangez pas !» hurla Elliot en surgissant dans le hall du Grand Oak, les bottes humides claquant sur le marbre, son manteau en lambeaux volant derrière lui comme une cape en feu. Un serveur, portant un plateau de coupes de champagne, sursauta, manqua de tout renverser. « Monsieur, vous ne pouvez pas être ici !» cria un maître d'hôtel, les yeux écarquillés par la panique. Mais Elliot ne ralentit pas poussé par une urgence viscérale, il bouscula les agents de sécurité qui tentaient de le bloquer. Un des gardes l'attrapa par le bras, mais il se dégagea d'un coup d'épaule. Il courut droit vers la salle privée. Le murmure du restaurant s'était arrêté net. La musique douce, les cliquetis des couverts, les éclats de rire mondains. Tout s'était figé comme suspendu dans la glace. Elliot arriva au niveau de la table, haletant, les cheveux collés à son front, les yeux brillants de fièvre et de détermination. « Monsieur Davenport !» lança-t-il d'une voix rauque. « Ne touchez pas à cette assiette. » Il pointa du doigt le plat, puis fixa Charles droit dans les yeux. « Votre femme a mis du poison dedans. Du cyanure. Masqué dans la sauce. Ne mangez pas. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. Vivian, un instant pétrifié, la fourchette en suspens entre deux doigts manucurés, retrouva soudain ses esprits. Elle éclata d'un rire nerveux, moqueur, tranchant comme du verre brisé. Mon Dieu, quelle comédie pitoyable!
Qui a laissé entrer ce déchet humain? Ce n'est pas un restaurant pour les malades mentaux. Madame, asseyez-vous, intervint une serveuse, mal à l'aise. Mais Charles ne riait pas. Il n'avait pas bougé. La fourchette était suspendue à mi-hauteur de son assiette. Ses yeux, d'abord surpris, étaient devenus attentifs. Concentrés. Il observait Elliot avec une intensité rare. L'homme qui lui faisait face n'avait ni les manières, ni l'apparence d'un fou. Il n'hurlait pas. Il ne délirait pas. Il parlait avec calme. Avec précision. Comme un professionnel. Elliot reprit, plus bas cette fois, la voix tremblante d'émotion. Monsieur, j'ai reconnu l'odeur. C'est une sauce trop sucrée, trop épaisse. Elle masque quelque chose. J'ai été chef pendant 20 ans. Je connais cette signature. On a essayé de maquiller un meurtre. La sécurité s'était rapprochée, prête à le plaquer au sol. Mais Charles leva lentement la main. Attendez. Il regarda Vivian, qui tentait de cacher son trouble derrière un sourire crispé. Puis il regarda son assiette. Puis Elliot. Appelez la police, dit-il enfin d'une voix grave. Et mettez cette assiette sous scellé. Tout de suite. Un souffle traversa la salle. Vivian pâlit brusquement. Elle changea de couleur comme une fleur vénéneuse prise en faute. Son regard balaya la pièce à toute vitesse. Elle tenta de rire à nouveau, mais aucun son ne sortit. Charles, voyons. Tu vas écouter un clochard qui déboule ici en hurlant comme un animal? Tu es sérieux? Mais Charles ne répondit pas. Il regardait maintenant sa femme comme un étranger. Une fissure venait de s'ouvrir dans leur monde doré. Elliot, toujours debout, les bras levés, fixait l'assiette, comme s'il protégeait quelqu'un d'un coup mortel invisible. Les agents arrivèrent moins de 10 minutes plus tard, escortés par 2 inspecteurs en civil et une technicienne médico-légale portant une mallette noire. Le Grand Oak, d'ordinaire temple de la gastronomie et de la discrétion mondaine, était devenu un théâtre figé, où les regards se croisaient entre effroi et curiosité malsaine. Monsieur Davenport, nous avons été informés d'une tentative d'empoisonnement, demanda l'inspecteur Briggs, un homme large aux sourcils broussailleux, tandis que son partenaire prenait des notes. Charles, toujours calme, désigna l'assiette. C'est elle que vous devez examiner. Mon repas a été servi avec cette sauce. Et cet homme affirme qu'elle contient du cyanure. La technicienne ouvrit sa mallette et sortit un kit de prélèvement. Dans un silence de cathédrale, elle écopa un peu de la sauce à l'aide d'un coton-tige, puis versa quelques gouttes dans un tube réactif. Une seconde passa. Puis une autre. Et soudain, le liquide vira au bleu foncé. Elle releva les yeux, la voix blanche. Présence de cyanure confirmée. À dose létale. Un frisson traversa la salle. Plusieurs clients poussèrent des exclamations étouffées. L'un d'eux se leva précipitamment pour sortir, la main sur la bouche. Vivian se leva d'un bond, les yeux écarquillés, jouant la surprise et la colère. C'est absurde. Hurla-t-elle. Vous n'avez aucune preuve que cela vient de moi. Qui me dit que ce vagabond n'a pas trafiqué l'assiette lui-même? Madame, restez calme, intervint l'inspecteur. Votre sac à main, s'il vous plaît. Quoi? C'est une blague? Vous pensez vraiment que... Mais déjà, l'agent en civil avait saisi la pochette Hermès posée à côté d'elle. Il l'ouvrit méthodiquement, et en extirpa une petite fiole en verre, soigneusement bouchée, contenant un liquide ambré. La technicienne médico-légale l'examina, ouvrit le flacon avec précaution, en préleva une goutte, et effectua un test rapide. Même réaction. Bleu foncé. C'est la même substance, confirma-t-elle. Cyanure. Pur. Vivian blêmit. Son masque se fissura d'un coup. Charles, toujours debout, la regardait maintenant comme une énigme qu'il aurait dû résoudre plus tôt. Son visage n'exprimait ni colère ni choc. Seulement une profonde fatigue. Un vide glacial. L'inspecteur Briggs s'approcha de Vivian, lui présentant ses menottes. Vivian Davenport, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation. Vous avez le droit de garder le silence. C'est une erreur.
hurla-t-elle, en se débattant. Charles, dis quelque chose. Tu ne vas pas me laisser me faire humilier comme ça. C'est ce clochard qui t'a monté contre moi. Tu n'es rien sans moi. Tu le sais. Mais Charles ne répondit pas. Il détourna simplement le regard. Alors que les agents emmenaient Vivian sous les flashs des téléphones, l'inspecteur en civil revint vers Charles avec des résultats préliminaires. Il avait consulté le serveur principal de l'établissement ainsi que les caméras internes. Monsieur Davenport, permettez-moi d'être direct, nous avons trouvé plus que le poison. Les vidéos montrent que c'est votre femme qui a discrètement échangé l'assiette avec celle préparée initialement par la cuisine. Et selon nos premières vérifications, elle a récemment demandé à un notaire de modifier votre testament, sans vous en informer. Mon testament ? Répéta Charles, les sourcils froncés. Oui. Elle aurait modifié les clauses pour être bénéficiaire unique en cas de décès accidentel. Et ce n'est pas tout, elle a réservé 2 billets pour Nassau, aux Bahamas, au nom de Vivian Moore et David Linton. Son amant, visiblement. Départ prévu dans 3 jours. Un frisson glacé parcourut la colonne vertébrale de Charles. Tout ce qu'il croyait connaître, tout ce qu'il avait construit avec elle, n'était qu'un écran de mensonges polis. Et tout aurait fonctionné. Tout aurait été parfait. S'il n'y avait pas eu un homme oublié, un ancien chef tombé dans la rue, qui avait encore le don de reconnaître l'odeur de la mort. Vivian fut emmenée menottée, les talons claquant sur le sol, les cris devenus des murmures. L'arrogance s'était changée en rage paniquée. Elliot, lui, n'avait pas bougé. Il se tenait toujours à quelques pas de la table. Silencieux. Tremblant. Les yeux pleins de fatigue, mais aussi, d'un certain feu ancien. Celui qu'il croyait éteint depuis longtemps. Charles s'approcha lentement de lui. « Vous m'avez sauvé la vie », murmura-t-il. Et il ajouta, d'une voix basse, presque émue. « Je veux savoir qui vous êtes. Et je veux savoir pourquoi un homme comme vous vit dans la rue. » Dans les jours qui suivirent, Charles Davenport ne trouva aucun repos. Chaque fois qu'il fermait les yeux, l'image d'Elliot Mason s'imposait à lui, ce visage fatigué mais digne, ses yeux brûlants d'alerte, cette voix ferme, surgie du froid et du mépris, et surtout, ce geste, intervenir sans hésiter, devant des dizaines de convives, pour sauver un homme qu'il ne connaissait pas. Sans armes. Sans preuve. Sans protection. Juste avec sa vérité. Charles, habitué aux chiffres, aux tableaux de fusion, aux décisions calculées, se retrouvait pour la première fois face à quelque chose qu'il ne pouvait ni acheter ni quantifier, la gratitude. La dette morale. Il se rendit au commissariat pour récupérer les rapports. Il relut 3 fois les témoignages. Puis il demanda discrètement à un détective privé de retracer le parcours de ce mystérieux clochard au flair plus aiguisé qu'un laboratoire. Quelques jours plus tard, le dossier arriva sur son bureau, déposé par son assistante, l'air troublé. En l'ouvrant, Charles resta figé. Elliot Mason. Ce nom, désormais gravé dans sa mémoire, n'était pas celui d'un vagabond. C'était un nom que la haute gastronomie américaine avait autrefois porté au nu. Chef exécutif au Pavillon d'Or. Double étoilé Michelin. Ancien formateur de plusieurs chefs aujourd'hui célèbres. Créateur de recettes signature encore enseignées dans certaines écoles culinaires de Chicago et Boston. Considéré dans les années 90 comme l'un des 10 plus grands esprits culinaires d'Amérique selon le New York Times. Et puis, l'effondrement brutal, incendie suspect, perte de son épouse Emily Mason, faillite, spirale de dépression, disparition des radars. Charles reposa lentement le dossier sur la table. Il resta longtemps immobile, à regarder la pluie tomber sur la baie vitrée de son bureau. Il comprit alors que l'homme qui avait sauvé sa vie n'était pas un fou. C'était un génie brisé. Un homme avalé par le silence du monde. Et il le lui devait. Il retrouva la trace d'Elliot dans un centre d'hébergement pour sans-abri à Brooklyn. Un bâtiment gris, sans charme, où le personnel faisait de son mieux avec trop peu de moyens. Charles y entra sans escorte, sans cravate. Il trouva Elliot assis sur un banc dans la salle commune, un café tiède à la main, les yeux dans le vide. Ses vêtements avaient été lavés, sa barbe taillée de justesse, mais son regard portait encore le poids de l'oubli. Charles s'approcha. «
Monsieur Mason. Elliot leva lentement les yeux. Il le reconnut. Et fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu m'accuser de quelque chose? Non, dit Charles en s'asseyant à côté de lui. Il le fixa. Honnêtement. Sans détour. Vous m'avez sauvé la vie. Sans aucune raison. Sans me connaître. Maintenant, c'est à moi de vous aider à retrouver la vôtre. Un silence. Elliot baissa les yeux, secoua la tête. C'est trop tard pour moi. Ce monde-là, j'y croyais. Avant. Mais plus maintenant. Il m'a recraché comme une ordure. Et il vous recrachera aussi, un jour ou l'autre. Charles ne se laissa pas démonter. Il resta là, sans rien dire pendant plusieurs secondes. Puis il tendit une enveloppe. À l'intérieur, une clé d'appartement, une carte d'assurance médicale, et un plan de financement d'un projet culinaire. Sur le dossier, un titre manuscrit. Renaissance cuisine, mémoire et dignité. Ce n'est pas de la charité, dit Charles doucement. C'est un juste retour des choses. Vous avez gardé votre don, même dans la boue. Le monde ne mérite peut-être pas votre talent, mais des gens, oui. Et moi, je crois que vous n'avez pas encore dit votre dernier mot. Elliot refusa. 3 fois. Il jeta la clé, repoussa les papiers. Il ne voulait rien. Il avait trop été trahi. Trop espéré. Trop échoué. Mais Charles revint. Encore. Et encore. Il ne proposait pas la gloire. Il ne promettait pas d'oubli. Il offrait un lieu, du respect, une cuisine à lui. Et ce fut la cuisine qui, peu à peu, fit vaciller les murs. Un matin, Elliot accepta d'accompagner Charles dans un ancien local de Soho qu'il comptait rénover. Là, dans une pièce vide, au sol poussiéreux, Charles déroula un plan architectural. Ici, le piano. Ici, ton espace personnel. Ici, une table d'hôte. Et ici, une verrière pour que tout le monde te voie cuisiner. Rien à cacher. Juste toi. Elliot, silencieux, posa les doigts sur le plan. Son regard se perdit un instant. Quelque chose bougea dans sa poitrine. Une image d'Émilie, derrière le comptoir du pavillon d'or. Un souvenir. Une voix. Un feu. Il inspira. Tu veux une cuisine? Il releva les yeux. Alors fais-la blanche. Sans chrome. Pas de clinquant. Juste de la lumière et du silence. Je ne veux plus cuisiner pour les puissants. Je veux cuisiner pour ceux qui n'ont jamais été vus. Charles hocha la tête. Alors on le fera à ta manière. Et pour la première fois depuis des années. Elliot Mason dit oui. 6 mois plus tard, dans le quartier vibrant de Soho, entre les galeries d'art et les ateliers de créateurs, un nouveau nom s'affichait en lettres sobres sur la façade en briques rouges d'un ancien entrepôt rénové. Mason S. Pas de dorure. Pas de néon. Juste une enseigne gravée dans du bois, et une lumière douce filtrant à travers une grande baille vitrée. À l'intérieur, pas de nappe en soie ni de serveur guindé. La décoration, minimaliste et chaleureuse, mêlait bois brut, verre dépoli et touches de métal noir. Chaque détail respirait l'authenticité. Mais ce qui rendait Mason S unique, ce n'était pas seulement son esthétique. C'était son âme. Dès l'entrée, une plaque discrète était fixée sur le mur. Chaque plat ici porte une histoire. Celle de ceux qu'on a cru perdus. Mais qui sont revenus. Car Elliot Mason n'avait pas simplement rouvert un restaurant. Il avait bâti un sanctuaire. La carte ne se contentait pas d'être raffinée. Elle était narrative. Vivante. Chaque plat portait un nom, un souvenir, une leçon. Le silence d'Émilie, un bouillon clair aux légumes oubliés, en hommage à son épouse disparue. La veille du feu, une viande fumée aux écorces d'érable, servie sur une pierre chauffée, pour rappeler la nuit où tout avait brûlé. Reconstruction, une assiette évolutive, dont la composition changeait chaque semaine, préparée par un apprenti du programme. Car c'est là que résidait le véritable cœur du projet. Elliot avait réuni dans sa brigade des jeunes rejetés du système, anciens détenus, orphelins majeurs, jeunes sans diplôme ni repère.
Il les formait avec rigueur, mais aussi avec une bienveillance rare. Il ne leur enseignait pas seulement à cuisiner. Il leur transmettait ce que le monde leur avait refusé, la patience, la fierté, la transmission, la dignité. Maison S n'était pas un restaurant. C'était une seconde chance servie en assiette. Le soir de l'inauguration, la salle était comble. Des journalistes de tous les grands magazines culinaires étaient là. Des influenceurs, des chefs étoilés, des anciens collègues qui n'avaient pas revu Elliot depuis des années, et au fond de la salle, quelques visages moins connus, mais ô combien importants, des bénévoles, des travailleurs sociaux, des familles d'apprentis. Dans un silence respectueux, Charles Davenport monta sur l'estrade improvisée, vêtu d'un simple costume sombre, sans cravate, le regard grave mais lumineux. Il prit une profonde inspiration. Cet homme, dit-il en désignant Elliot, a été ignoré, rejeté, oublié. Il a connu la gloire, puis l'abîme. Il a vécu ce que peu d'hommes survivent à vivre. Mais un soir, il s'est levé pour me sauver. Moi, un inconnu. Il marqua une pause. Son regard se voila un instant. Il ne m'a pas seulement sauvé la vie. Il m'a rappelé que le vrai génie ne brille pas toujours sous les projecteurs. Il se cache parfois dans le froid, la poussière, les ruines. Aujourd'hui, je suis ici pour l'honorer. Mais surtout, pour apprendre de lui. Un tonnerre d'applaudissements éclata. Puis ce fut Elliot qui s'avança. Sa veste de chef blanche était immaculée, ses cheveux coiffés en arrière, son visage marqué mais digne. Il tenait un papier dans les mains, mais ne le lut pas. Il regarda la salle. Lentement. Et dit simplement, la voix grave mais claire. Ce que j'ai perdu, c'est la confiance. Il marqua un temps. Ce que vous m'avez rendu, c'est la foi. Il baissa les yeux un instant, puis releva la tête, plus ferme. La foi en moi-même. En ce que la cuisine peut encore apporter. La foi qu'un plat peut réconcilier un homme avec sa mémoire. Et que parfois, sauver une vie commence par refuser de se taire. Vivian Davenport fut jugé au terme d'un procès qui captiva les médias pendant plusieurs semaines. Les preuves étaient accablantes, modification frauduleuse de testament, réservation internationale sous de fausses identités, acquisition illégale de poison. Et surtout, cette fiole retrouvée dans son sac, gravée dans la mémoire du public comme symbole de sa trahison glaciale. Ses avocats plaidèrent un moment d'égarement, un mariage étouffant, une passion destructrice. Mais rien ne put effacer la préméditation méthodique. Rien ne put faire oublier son indifférence lorsque son mari avait failli mourir. Le verdict fut sans appel. 25 ans de prison ferme pour tentative de meurtre avec préméditation. Elle fut incarcérée dans un centre fédéral, loin des tapis rouges et des dîners mondains. Et dans ce silence carcéral, Vivian Davenport comprit ce qu'était l'oubli véritable. Quant à Charles Davenport, il continua d'être un homme d'affaires redouté dans les milieux économiques, mais plus jamais le même. Son regard sur le monde avait changé. Lui qui avait consacré sa vie à la croissance, à la rentabilité, découvrit le pouvoir de la rédemption humaine. Il créa une fondation au nom d'Elliot Mason, dédiée au soutien des sans-abri, des anciens détenus et des personnes en rupture sociale. Il finança la rénovation de plusieurs centres d'accueil à New York, dans lesquels il installa des ateliers de cuisine, de menuiserie, de couture, des espaces où renaître devenait possible. Lorsqu'un journaliste lui demanda un jour ce qui avait motivé cet engagement, Charles répondit simplement. Parce que j'ai été sauvé par un homme que j'aurais autrefois ignoré. Et parce qu'aucun don ne devrait mourir dans le silence. Et Elliot Mason, lui, devint plus qu'un chef. Il devint un symbole. On le vit invité sur les plateaux, honoré dans les écoles culinaires, cité dans des conférences TED sur la résilience. Mais chaque fois, il refusait le langage de la gloire. Il disait : je ne suis pas un miracle. Je suis un rappel. Un rappel que l'on peut chuter 1000 fois, mais qu'il suffit d'une main tendue, d'une seconde de foi, pour que la lumière revienne. À Maison S, des chefs de renom venaient parfois manger, discrètement, pour comprendre ce qui faisait la différence. Ce n'étaient ni les techniques, ni les ingrédients rares. C'était la mémoire dans les gestes. La tendresse dans les silences. Et l'intensité d'un homme qui avait tout perdu, sauf l'envie de nourrir.
Des jeunes sortis de prison furent ensuite recrutés dans d'autres établissements étoilés. D'anciens enfants placés ouvrirent leur propre food truck. Et chacun d'eux racontait toujours la même histoire, celle de leur mentor, Elliot, le « chef de la dernière chance ». Le New York Times lui consacra un jour une double page, avec ce titre gravé dans les esprits. Il était brisé. Il est devenu une légende. Dans les écoles, on enseigna sa trajectoire. Dans les foyers, on racontait son histoire comme une fable moderne. Et dans le cœur des oubliés, Elliot Mason était devenu une preuve vivante que l'homme ne se résume jamais à sa chute. Il prouva au monde que la dignité ne s'achète pas. Que le talent ne meurt jamais. Et qu'un homme brisé peut redevenir une légende, quand on lui tend la main au bon moment.